Yopougon Sable, avant de se mettre au volant de son véhicule chaque matin, Alassane Fadiga se rend au kiosque à la recherche d'un liquide qui lui est précieux, le café noir. Son apprenti, lui, préfère les sachets d'alcool. Le café, c'est seulement pour se motiver. Voilà. Et sans la chaleur, on prend ça pour travailler, pour chercher notre argent, pour gagner pour nous. Il y a d'autres, c'est pas les doses. Ils s'en prennent quelque chose pour venir rouler. Alors qu'il y a d'autres là, c'est pour quelque chose, calao, le noir. Alors que tout ça là, c'est pas de la drogue, c'est la dose. La mauvaise conduite et le manque de courtoisie des conducteurs sont en partie liés à la consommation de ces substances psychoactives. Quand tu prends le café noir et les sachets, ils sont insupportables. Ils posent beaucoup d'actes qui ne sont pas nobles. Ils bloquent les monnaies, et où ils doivent te descendre, ils ne te descendent pas, ils t'amènent ailleurs, tout ça là, ça fait partie de ça. Avec la consommation illicite de ces stupéfiants-là, vraiment, ça met la vie lui-même sa vie en danger, celle des passagers aussi. De nombreuses vies sont menacées chaque jour sur les routes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, l'OSER, l'Office de sécurité routière, appelle à la prudence. L'alcool inhibe vos sens, si bien que, en cas de danger, la réaction d'un conducteur qui normalement doit se passer en une seconde, vous allez mettre du temps avant de réagir. Nous allons, avec l'aide de la police, de la gendarmerie et même des collectivités, interdire ces genres de pratiques. Vendre l'alcool au point d'embarquement. Quand on parle d'émergence, ça passe par la route et il n'y a pas de route sans chauffeur. Alors nous leur demandons de se prendre au sérieux. Les substances psychoactives et la conduite ne font pas bon ménage. Tourner le dos à ces substances, c'est choisir la vie et préserver la vie des autres. Pour l'OSER, conduire est une lourde responsabilité et pour le faire, la lucidité est exigée pour réduire le taux d'accident sur nos routes. Ces gousses récoltées dans ces champs d'oignons se trouvent au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo et Ferkesedougou. À Poka, village de la sous-préfecture de Kakakoro, la culture de l'oignon est une réalité depuis des décennies. Le travail de l'oignon est l'affaire des femmes. Les hommes, en tout cas, ils ne s'intéressent pas. C'est les femmes beaucoup qui s'intéressent dessus. Parce qu'ils se disent que c'est une culture que les femmes doivent faire. Ces femmes ont récolté 31 tonnes d'oignons l'année dernière sur une superficie d'un hectare et demi pour environ 15 millions de francs CFA. 27 villages à Ferkesedougou et 31 à Korogo cultivent l'oignon. Cependant, c'est seulement 5% de la consommation nationale qui est cultivée. Pour promouvoir la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire, l'interprofession de l'oignon a vu le jour. J'ai vu des femmes engagées. Je me rends compte que les preuves sont là. Dans ma main, l'oignon peut se produire en Côte d'Ivoire. De Korogo à Ferkesedougou, ces femmes sont suivies par le programme de la promotion des filières agricoles de la biodiversité Profiab. Cela constitue une fenêtre pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que l'oignon pluvial arrive sur le marché au moment où cet oignon est rare. Les producteurs peuvent vendre cette production-là jusqu'à 450-500 francs le kilogramme. Cependant, de nombreuses difficultés entravent la culture de l'oignon. Les intrants de l'oignon sont très chers. Le problème d'eau nous cause beaucoup de difficultés. Les bœufs nous fatiguent et nous sommes obligés de faire des clôtures et ça nous revient très cher. La présidente de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire, IOCI, exhorte les Ivoiriens à s'intéresser à la culture de l'oignon en vue de réduire la quantité d'oignons importés. Il y a de l'argent dans l'oignon, que eux aussi, comme ils sont impliqués dans d'autres filières, qui s'impliquent dans cette filière de l'oignon. Celui qui a 1 hectare d'oignon, il peut avoir 30 tonnes. Et s'il a vendu 1 kilo, il ne serait qu'à 100 francs, il a 3 millions. À eux-mêmes de faire la comparaison. Pour l'atteinte de cet objectif, l'oignon pluvial est en expérimentation. Cette espèce améliorée peut produire jusqu'à 40 tonnes à l'hectare et peut se cultiver partout en Côte d'Ivoire. À 21 ans, Hamza peut déjà se targuer d'être dans les Inrocks.
Le rappeur bruxellois, repéré par le magazine culturel français, figure sur la liste des jeunes talents à suivre en 2016. Dans la lignée de Young Thug et Future, cet adepte du son d'Atlanta n'a pas encore d'album à son actif, mais une mixtape de 24 titres qui fait sensation sur Internet et des vidéos qui comptent des centaines de milliers de vues. Internet, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Avec YouTube, c'est pas très difficile de faire un peu de buzz et que les gens commencent à parler de toi, quoi. L'engouement pour le rap belge commence à se remarquer. Magazines, chaînes musicales, sites web spécialisés, les médias français regardent de plus en plus de l'autre côté de la frontière. J'espère que les gens vont commencer à reconnaître qu'il y a un vrai mouvement et que, voilà. Et même, j'espère que même pour les Belges, tu vois, les Bruxellois, qui commencent un peu à reconnaître aussi qu'il y a des vrais artistes chez eux et qu'il faut les appuyer, et qu'il faut les soutenir, tu vois. Percer en France est parfois plus facile que de s'imposer aux 5 millions de francophones qui vivent en Belgique. Alain Lapieuvert le sait bien, cela fait 10 ans qu'il œuvre à promouvoir les cultures urbaines en Belgique. Il n'y a jamais eu de gros succès de rap belge, quoi. Il y a eu des petits succès, mais bon, voilà. Ça a fait qu'on se la pétait moins ici, que c'était un rap plus, je pense, plus amical, un peu moins dur, voilà. Un tempérament qui semble plaire, puisque les rappeurs du Royaume enchaînent les collaborations dans la langue de Molière avec leurs voisins français. Damso et Booba, Jean Jass et L'Homme Pâle, Caballero et Nekfeu. À un moment, la France aussi s'est un peu tournée en rond, parce que les maisons de disques étaient là, on veut absolument du rap de rue, du rap de rue, du rap de rue, mais les gens qui sont dans les cités, ils sont pas cons non plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les maisons de disques, à un moment, elles ont commencé à presque créer des acteurs, mais plus vraiment des artistes. Et les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Avec l'authenticité comme marque de fabrique, la relève du rap belge se tient prête. Grâce aux nouvelles technologies, plus de frontières. Pour Ozora Miyagi, beatmaker de 21 ans, la recette du succès, c'est son ordinateur, une présence continue sur les réseaux sociaux, mais surtout l'acharnement. Je me suis dit, il vient d'une toute petite ville en Belgique, donc il faut que je me donne à fond pour montrer qui je suis et m'imposer, en fait. Donc je pense que c'est vraiment de la détermination de la part des Belges de pouvoir venir et donner un nouveau son de qualité, parce que on travaille peut-être 2 fois plus que d'autres, ou peut-être avec 2 fois plus d'acharnement que d'autres. Donc fatalement, après le son il change, le son il devient plus nouveau à écouter. Cette volonté a fini par payer. Après avoir produit un son pour Booba ainsi que pour le Canadien Tory Lanez, Ozora Miyagi veut voir plus loin. Il vise à présent les États-Unis. Le rap belge n'a pas fini de faire parler de lui. Chaque matin, bien avant l'aube, des centaines d'athlètes kenyans s'entraînent sur les pistes d'Iten, à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio. Fierté nationale au Kenya, l'athlétisme souffre depuis 2012 des scandales de dopage qui ont entaché sa réputation. Une trentaine de sportifs ont déjà été suspendus. Pour Abel Kiroui, double champion du monde du marathon en 2009 et 2011, remporter des médailles sans se doper est avant tout une question d'honneur. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je cours sans être dopé. Si je gagne Tokyo, si je gagne les JO, je montrerai au monde et je leur prouverai que s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux et pas le dopage. À quelques kilomètres de là s'entraîne David Rudisha, celui qu'on surnomme la fierté de l'Afrique. Détenteur du record mondial sur 800 mètres, ce Maasai de 27 ans revient tous les ans à Iten pour s'entraîner avec les jeunes générations. Il s'inquiète aujourd'hui des dérives liées au dopage. Ce genre de choses tue le sport. Nous le décourageons fortement. Nous disons à tous les sportifs, même aux futurs sportifs, qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez du talent, pourquoi douter de vous ? Si vous vous entraînez dur, que vous avez le meilleur entraîneur, que vous vous entraînez dans les meilleurs endroits, vous y arriverez. David Rudisha s'entraîne depuis son plus jeune âge avec frère Colm O'Connell. En 40 ans, ce missionnaire irlandais a formé certains des plus grands champions mondiaux.
Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel, lorsque les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille et la communauté du village et d'avoir une vie meilleure. Le nombre d'athlètes a augmenté de manière significative en 30 ans et la compétition aussi. Un terreau fertile où les mauvaises pratiques se sont développées, menant à la suspension en décembre 2015 de plusieurs hauts dirigeants de l'athlétisme kényan, parmi lesquels l'ancien président de la fédération.